L'agrobusiness, la culture hors sous-sol des champignons et les contours de tous ces métiers, c'est aujourd'hui dans votre magazine Les Diagnostics. Bienvenue à vous. Vous qui avez fait les choix d'Ecofin Télévision, vous nous suivez partout à travers le monde. Vous êtes devant vos postes téléviseurs, vous êtes devant vos téléphones, vos smarts pour nous suivre sur l'application mobile Blue OTT, mais aussi sur notre chaîne YouTube et dans notre chaîne partenaire. Nous vous disons merci de faire les choix d'Ecofin Télévision une fois de plus. On va certainement concocter ces secteurs pendant à peu près 40 minutes ensemble avec Igor Bioka, que je salue d'ailleurs. Comment tu vas? Oui, bonjour, merci. Ça commençait à faire un peu longtemps. Ah oui, nous sommes bien. C'était les derniers numéros, prenaient un peu beaucoup plus de temps, mais sinon ça va. Non, ça va. Bon mois d'avril. Ah, merci, pareil. Et pour ce faire, nous recevons pour vous quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille dans ces métiers, qui travaille dans ces secteurs depuis belle lurette. Il connaît les va-tout dans ses coins. Lui, c'est M. Grégory Angboma. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, certainement. En effet. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes Ecofin Télévision, les diagnostics. Pendant 40 minutes à peu près, nous allons en découdre, nous serons tendres, mais aussi durs. Vous êtes CEO. En effet. Pas de n'importe quelle structure, mais d'une structure que moi j'envie. Excusez-moi, je suis pas un envieur, mais j'envie. C'est Miko Moti. En effet. Déjà, c'est une abréviation? Oui, Miko Moti, c'est deux préfixes. Hein. Les deux premières syllabes, Miko qui veut dire champignon. Ok. Et Moti, Miko c'est en français. Hein. Et Moti c'est en un dialecte les Kingombe qui veut dire notre. Donc nos champignons. Les champignons cultivés chez nous. C'est ce que ça veut dire. Là, je comprends directement que c'est Miko Moti travaille dans le secteur de la culture des champignons. En effet. Vous avez commencé à travailler dans ces domaines depuis combien de temps? Ouais, c'est depuis 2017 que nous travaillons déjà dans ces domaines. Ça date. Ça dit que vous avez de l'expérience. Et vous les faites ici à Kinshasa ou bien ailleurs? C'est ici, sur place à Kinshasa. Vous avez des terrains? Vous les faites Oui, c'est une culture hors sol. Nous avons des bâtiments, nous avons des surfaces qui sont consacrées à cette culture-là. Déjà, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait la culture des champignons hors sol? Bon, la culture des champignons, c'est fait sur base des biomimétismes. Hein. Ça veut dire que nous n'avons fait que imiter la nature. Comment est-ce que les champignons poussent naturellement dans la forêt et sous quel environnement, vous voyez, quel type climatique et et sur quoi poussent ces champignons, vous voyez. Et la plupart, parce qu'il y a différentes espèces de champignons. Il y a ceux qui poussent sur de l'herbe, il y a ceux qui poussent sur le bois mort, il y a ceux qui poussent même à partir du sol. Donc il y en a différents. Alors, nous, on cultive une espèce qui est bien spécifique, qui est l'espèce plairote. Et ces plairotes-là, ils poussent naturellement sur les bois morts. Vous plantez, vous cherchez les bois morts, vous venez avec... Est-ce que, en fait, je ne sais même pas, les champignons, on appelle ça comment? Culture par bouture, par graine, je ne sais pas. Comment est-ce que vous faites pour faire pousser les champignons? Oui, c'est ça. Donc, nous ne prenons pas des bois morts, nous ne prenons pas des souches. Cependant, il y a à Kinshasa des scieries, des usines qui font l'amorçage des bois. Et les déchets de ces scieries-là, on appelle ça des sciures ou des copeaux de bois. Ok. Nous allons ramasser ces sciures-là, ces poussières de bois, ces copeaux de bois, que nous allons ramener dans notre industrie, dans notre champignonnière, qui est les bâtiments qui abritent la culture de champignons. Nous allons désinfecter cette sciure-là avec la chaleur et le mettre dans des conditions pour une bonne fructification. Nous allons y mettre la sémence de champignons. La sémence de champignons est connue sous le nom de blanc de sémi. Ce que les gens ne savent pas, il y a une sémence, justement, il y a la sémence pour les champignons, et nous allons les mettre dans un sac ou dans un seau, et les champignons vont se développer. Après un mois, il y aurait des pousses. Mais comment vous procurez en fait cette sémence, encore ces sémences de champignons? Naturellement, la sémence de champignons se trouve en dessous de son chapeau. Juste en dessous du chapeau des champignons pour différentes espèces, hein, il y a des petites lamelles en dessous du chapeau, et ces lamelles-là ont été conçues pour garder les sémences de champignons qu'on appelle spores. Cependant, ces spores sont difficiles à manipuler, hein, et puis
leur développement est un peu plus lent. C'est pas naturellement, les champignons prennent une année. Hein. Sera dans la forêt, vous n'allez récolter les champignons qu'une fois l'année, pendant sa saison. Et nous faisons une sorte de bouturage. Ça veut dire que nous pouvons cultiver un peu plus rapidement des champignons. C'est pourquoi nous pouvons avoir des champignons en culture toute l'année et pas seulement une seule fois. Alors, puisque nous parlons en fait de la culture hors sol, évidemment, connue également sous le nom de l'hydroponie, c'est une culture qui est moins connue en fait du grand public. Puisque vous y investissez, quels sont justement en fait les défis auxquels vous faites face principalement dans ces secteurs? Bon, la culture hors sol est très importante, surtout dans les contextes où vous êtes dans un milieu urbain. Bon, ça fait partie de l'agriculture urbaine surtout. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin des grandes surfaces, des hectares, parce que les hectares en ville, ça coûte cher. Les hectares en ville, ça coûte cher. Et avec la culture hors sol, ça vous donne possibilité d'exploiter plutôt l'espace aérien. Vous voyez, au lieu d'étaler votre culture sur une surface plane, vous pourriez structurer, vous pourriez utiliser, exploiter les différentes hauteurs pour faire votre culture. Et là, c'est très important. Un autre avantage de la culture hors sol, c'est que vous contrôlez parfaitement les climats qu'il fait à l'intérieur et vous contrôlez la température, la lumière et surtout la chaleur. Et ce qui n'est pas le cas avec la culture dans la surface et surtout à l'air libre. Là, vous faites face. Déjà, je vais vous interloquer. Quand vous dites que vous contrôlez en fait la température, n'est-ce pas, à l'intérieur, comment en fait, quels sont les mécanismes que vous utilisez évidemment pour parvenir à ces contrôles-là? Est-ce que vous utilisez des matériels, des outils? Quels sont les outils à votre disposition pour parvenir à cette finalité? Bon, il y a des hygromètres. Il y a des hygromètres que vous utilisez justement pour augmenter l'humidité à l'intérieur. Les hygromètres que vous achetez ici au Congo? Oui, justement, il y a même des ventilateurs hygromètres qui jettent un peu d'eau lorsque ça tourne, pour augmenter un peu l'humidité à l'intérieur. Vous pourriez arroser. Si vous n'avez pas d'hygromètre, il faut arroser l'intérieur de votre salle de culture, question d'augmenter l'humidité. Et lorsque l'humidité augmente, la température baisse. Au-delà de ces hygromètres, quelle autre matière, quel autre matériel vous aide à maîtriser, pour maîtriser en fait, maîtriser les climats. La température. La température surtout, donc il faut très bien aérer votre champignon. D'abord, c'est la première chose. Et puis, il faut bien adapter la construction de votre champignon. Ça ne peut pas permettre en sorte que les rayons solaires rentrent directement, parce que les champignons n'ont pas besoin des rayons directs du soleil. Ils ont besoin, parce que dans la forêt, les champignons poussent dans un endroit ombragé, en dessous de l'arbre, là où il fait frais, là où il n'y a pas la lumière directe du soleil. Dans ces conditions-là que vous pourriez aussi faire, adapter ces conditions-là dans un bâtiment, de faire en sorte que vos champignons se retrouvent et font comme s'ils se retrouvent dans un milieu complètement naturel. Déjà, je vous avais interloqué, vous étiez en train de dérouler un tout petit peu, en fait, les avantages, évidemment, d'œuvrer ou encore d'investir dans le secteur de la myciculture, si on peut le dire, ainsi, vous dire. Quels autres avantages que présente, en fait, ce secteur? Oui, dans ce secteur, il y a aussi la rapidité, les cours, les cycles de la production. Les cycles de la production des champignons est relativement court par rapport à plusieurs cultures agricoles, vivrières par exemple. C'est moyennant combien de mois? Les champignons peuvent commencer à donner, les cycles végétatifs, c'est des 1 mois, mais le cycle est complet avec les récoltes, parce que les récoltes sont progressives, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc ça vous permet en fait d'avoir le champignon exactement. Donc toute l'année. Exactement. Vous pourrez faire plusieurs cycles l'année et surtout vous pourriez faire en sorte qu'il n'ait pas interruption en faisant une rotation bien développée. Vous avez tantôt parlé en fait de l'espace que vous utilisez pour, n'est-ce pas, accrocher en fait vos champignons là. Ça se passe comment? Oui, il y a d'autres qui utilisent les étagères, vous voyez, différentes étagères, et sur les étagères ils vont déposer les substrats. Lorsque nous ramassons le substrat, vous êtes trop technique, le substrat, comment? Le substrat, c'est justement le support sur lequel vont pousser les champignons. Dans la nature, les champignons poussent sur le bois mort, cette espèce-là, les plérotes. Voilà. Tu vois? Donc le bois mort-là est le substrat sur lequel poussent les champignons naturellement. Et nous allons prendre les poussières des bois, que nous allons compresser dans des sachets.
nous allons compresser dans un sachet ou dans un seau. Et du coup, ces sachets-là deviennent le substrat, devient le support sur lequel va pousser nos champignons en culture. Et ces sachets-là, vous pourriez les superposer sur des étagères. Tu voyez? Et c'est ce qui fait en sorte que vous ayez la capacité et la possibilité d'utiliser et d'exploiter l'espace aérien. Évidemment. Ouais. Mais c'est Grégory, Oui. à vous suivre, je comprends un peu que c'est un grand processus, c'est un grand travail. D'abord, commencer par garder les substrats à l'état humide, chercher à maîtriser et autres. Quelle était la motivation qui vous avait certainement poussé à préférer les secteurs de la culture des champignons? Dans l'agrobusiness, pourtant, il y en a plusieurs autres cultures et vous avez choisi ce qui est beaucoup plus difficile. Bon, depuis l'enfance, moi, j'ai été toujours attiré par ce qui est un peu compliqué, surtout l'originalité et surtout du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me lancer pour bien comprendre et les faire connaître au grand public? Bon, ce qui m'avait vraiment poussé, c'est que les champignons à l'état frais dans nos marchés, ce qui viennent naturellement, parce que ce sont des champignons sauvages Oui. qu'on récolte naturellement dans la forêt. On sèche et puis on met... Exactement. Ça se retrouve dans notre marché souvent à l'état déshydraté, séché. Vous voyez? Et pour manger les champignons frais au marché quinoa, donc il faut attendre la fin de la saison sèche et début saison pluie. Saison de pluie, ça veut dire entre septembre et octobre, que vous pourriez avoir des champignons frais récoltés fraîchement dans la forêt. Dépassé ces 2 mois-là, les champignons frais sont quasiment indisponibles parce que la nature vous donne qu'une seule chance d'en avoir sur toute l'année. Pourtant, il existe des techniques plutôt simples, des techniques simples pour vous permettre justement de cultiver cela et de les rendre disponibles toute l'année. Les champignons que nous cultivons sont des champignons cultivés. Les autres me disent ce sont des champignons fabriqués. Non, ce ne sont pas des champignons fabriqués ou artificiels. Voilà. Non, ce ne sont pas des champignons artificiels. Ce sont des champignons naturels mais cultivés. Vous êtes allé un peu trop loin. Moi, j'étais dans les motivations. Vous avez dit que vous aimez tout ce qui est un peu compliqué. C'est assez compliqué ou bien c'était adapté par rapport à votre compréhension, par rapport à votre c'est pas compliqué la culture des champignons. Peut-être en expliquant comme ça, on a l'air que... Parce que d'abord, il faut trouver un bâtiment. Vous avez dit exactement, il faut trouver un bâtiment. Déjà les coûts, c'est déjà peut-être certainement élevé par rapport aux mamans Matembele qui font la culture des Matembele dans un terrain. Et il faut savoir comment garder le substrat à l'état humide, tout ça. Apparemment, ça prend. C'est pour compléter en fait les collègues. Justement, on veut savoir comment vous évaluez les risques d'investir dans ces secteurs. Bon, la culture du champignon ne demande pas forcément. Un bâtiment, vous pourriez le faire même en matériel. Trouver localement, avec des matériaux non durables. Surtout les maisons construites sur paille, terre cuite, ce sont des maisons vraiment adaptées à la culture de champignons parce que naturellement, il ne fait pas chaud à l'intérieur. Voilà. Parce que la chaume réduit efficacement la température, l'effet des rayons solaires à l'intérieur de la maison. Évidemment. Et surtout la terre cuite isole l'intérieur de la maison contre la chaleur extérieure. Donc vous pourriez l'utiliser avec des matériels de bord et pour construire votre champignonnière. Là, il n'y a pas beaucoup, mais cependant c'est quand même une culture particulière qui demande à ce que vous ayez des conditions optimales pour avoir un bon résultat. Voilà. Vous les faites par passion ou vous les faites parce que vous avez appris à les faire? Je le fais surtout par passion. Surtout par passion. La culture des champignons, en fait, je peux dire que moi, je ne l'ai pas étudié vraiment à l'université. À l'université, je suis ingénieur agronome. Oui, bien sûr. Et surtout, en agronomie, quand on parle de champignons, on parle beaucoup plus de champignons parasites. Des champignons qui détruisent nos plantes, des champignons qui consomment nos feuilles, les feuilles de nos plantes. Des champignons qui ne sont pas... qui sont nuisibles. C'est pourquoi on parle des fongicides. Les fongicides, ce sont justement des produits, des pesticides qui détruisent ces champignons-là. C'est dans la plupart. Mais des champignons macrophores, des gros champignons, j'ai rencontré cette culture plutôt lors d'un stage et j'ai été vraiment
très passionnés par cette culture, c'est par passion et surtout par des avantages écologiques que propose cette culture, parce que cette culture rentre dans le dynamisme de l'économie circulaire, du fait que il base sa culture, son substrat, c'est quasiment les déchets des récoltes agricoles que nous utilisons pour faire la culture de champignons. Quand vous parlez au fait des avantages écologiques que présente cette culture, cela n'entre-t-il pas en dichotomie avec des observations d'aucuns qui disent que voilà, ce qu'on reprocherait à la culture hydroponique, c'est le fait qu'elle ne favorise pas les non écologiques. Cette assertion est-elle fausse ou elle est vraie? Non, pas du tout. Elle n'est pas vraie. Elle est fausse. Alors, je peux dire, ça peut dépendre de quel côté, parce que, imaginez la culture de champignons, hein, c'est fait sur base des recyclages de certains résidus des récoltes agricoles riches en lignine. Par exemple, ça peut ne pas être la sueur du bois. Vous pourriez être en pleine forêt, ou bien à côté d'un champ de maïs. Vous pourrez récolter des rafles de maïs. Vous voyez, les rafles de maïs, les noyaux de maïs là. C'est aussi un bon substrat pour les champignons. Vous voyez, les tourteaux, les fibres des noix, après avoir filtré et puis tiré l'huile des palmes, les fibres qui restent, c'est aussi un bon substrat pour la culture de champignons. Ça veut dire que ça aide plutôt l'agriculteur à augmenter son rendement s'il sait mettre en valeur ces déchets-là qu'il allait jeter dans la nature ou polluer. Et nous les récupérons pour les donner encore un peu plus de valeur. Donc c'est dans le recyclage. Et lorsque vous faites déjà un recyclage d'un objet organique, c'est déjà un projet super écologique. Évidemment. Mikomo, tu l'as fait depuis 2017. Oui, en effet. Mikomo, tu l'as fait pour vendre ou bien c'est pour autre chose? Oui, en effet, Mikomoti a bâti vraiment une entreprise qui s'est basée sur cette culture et qui a pour objectif principal de générer des richesses. Donc, générer des richesses. Depuis 2010, avez-vous déjà essayé d'évaluer ce que vous avez généré comme richesse en travaillant dans ça, pour ça et sur ça? Oui, en effet, énormément. Donc, nous avons eu à cultiver et à récolter plusieurs tonnes de champignons depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que notre cycle... Ça peut, en fait, là, c'est un tout petit peu vague. Vous pouvez être précis par rapport à ça? Être précis tout de suite là. Bon, plusieurs tonnes, on prend 2 tonnes. C'est bon? Disons que je fais 300 kilos les cycles, 3 mois. Ça veut dire par trimestre. C'est 300 kilos. Ça veut dire et vous les vendez par quantité, vous les pesez en tonnes pour vendre, mais par kilo. Par kilo. Les kilos de champignons se négocient par kilo et nous traitons beaucoup plus avec des supermarchés. On divise les kilos par 3. Donc, 300 grammes, 300 grammes, 300 grammes. Les kilos, c'est à combien d'abord? Les kilos, c'est à combien dans les marchés? Les kilos dans les marchés, c'est négocié entre 8 et 10 dollars. 8 et 10 dollars. Je vois que c'est un grand marché. C'est un très grand marché. Est-ce que avez-vous de la concurrence dans ces marchés? Oui, en effet, il y a de plus en plus de gens qui s'élancent dans la culture de champignons. De plus en plus de gens, bien qu'en 2017 c'était un domaine super rare, et il y avait très peu de gens qui s'est lancé dans ça, mais de plus en plus il y a des gens qui s'intéressent. Donc vous avez également participé, n'est-ce pas, à ce que cette culture hydroponique soit connue du grand public? Oui, en effet, on a eu à faire plusieurs émissions aussi, et puis c'était curieux. Lorsque moi j'ai commencé cette culture dans le quartier, la toute première production, je fais du porte-à-porte. Dans mon quartier Riguigny, je fais du porte-à-porte pour aller proposer aux gens notre produit. Voilà, je suis un entrepreneur, je fais la culture de champignons. Et puis, pour la plupart des gens, je peux dire 90% des gens étaient étonnés de voir et d'écouter, de savoir que les champignons peuvent aussi être cultivés. Vous voyez, c'était un étonnement. On dit non, jamais entendu parler de ça, parce que eux, les champignons viennent dans la forêt, voilà. Ça pousse naturellement. D'où l'expression pousser comme des champignons. Ça veut dire pousser naturellement, pousser sans que quelqu'un ait mis une graine ou bien une sémence quelque part. Parce que nous parlons en fait du marché des rentabilités, n'est-ce pas, de cette culture hydroponique. Vous avez dit que on le sait d'ailleurs, c'est une évidence qui ne s'écarte pas de la réalité. C'est une culture qui est moins connue du public, vous l'avez dit tantôt ici. Et du coup, vous avez aussi du mal à avoir une main-d'œuvre qualifiée. Comment vous avez surmonté ces défis?
Concernant la main-d'œuvre, donc nous on forme, hein. On sait c'est une culture particulière qui n'est pas très connue, mais lorsqu'on a quelqu'un, on essaie de les former dans cette culture pour qu'il soit un atout pour nous. Donc la société dispose d'une branche pour former justement les gens qui viennent pour qu'ils acquièrent des connaissances essentielles dans cette culture. Elle n'est pas difficile, je suppose. Absolument pas. La culture de champignon, la formation ne dure pas. Hein. C'est une culture très simple, vraiment simple. Donc, tu ne demandes pas des mois pour les savoir. Non, il y a des jeunes qui vous regardent et qui pourraient peut-être être subjugués par ce que vous êtes en train de dire et qui aimeraient peut-être venir vous contacter ou venir auprès de vous, n'est-ce pas, pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui peut les motiver? Qu'est-ce qui peut les convaincre à œuvrer également dans ce secteur-là? C'est un secteur qui est vaste hein, et qui est encore sous-exploité chez nous, vous voyez, parce que jusqu'à présent, il y a des champignons qui quittent France, qui quittent l'Europe, si je peux le dire, qui quittent l'Asie, vous voyez, qui quittent l'Afrique du Sud pour venir être consommés ici chez nous. Ça veut dire que nous, les producteurs locaux, nous n'avons pas encore suffisamment de moyens pour produire en grande quantité pour tout le monde. Okay. Donc, il y a encore de l'espace et ils peuvent se lancer. Et surtout, c'est un domaine lucratif surtout. Voilà. Vous voyez que les kilos de champignons, à quoi ça se négocie avec un cycle court et vous savez ce que ça fait. Donc, c'est un très bon domaine où quelqu'un peut facilement se lancer parce qu'il a besoin juste d'un espace, contrairement à d'autres cultures où ça demande des hectares et puis voilà. Déjà, la consommation des champignons n'est pas trop quotidienne, n'est pas trop. C'est pas comme les poissons chinchards qu'on mange ici à Kinshasa du jour au lendemain. Chaque jour d'ailleurs, quelqu'un à la maison mange les poissons. Et les champignons, soit vous les mangez les lundis, soit vous les mangez après les prochaines semaines, soit vous les mangez après un mois. D'ailleurs, moi, je ne me rappelle plus, je ne sais plus, Igor, si vous avez mangé les champignons, ça fait combien de temps? Moi, particulièrement, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Certainement, c'est pas cette année. Ce qui est vrai, c'est pas cette année. Alors, vous cultivez pour vendre 300 kilos dans un cycle trimestriel. Yeah. Et là, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous parlez avec les supermarchés pour la conservation, mais aussi, quel est les retours des supermarchés chez vous pour vous dire peut-être que non, les stocks est fini, c'est fini avant ou bien c'est fini après? D'abord, vous commencez par parler de la conservation. Je ne sais pas, vous avez des emballages, vous les conservez comment? Parce que déjà, il faut les garder à l'état humide et vous les faites trimestriellement. Vous ne trouvez pas que ça pourrait peut-être handicapé et puis, certaines personnes disent que les champignons, c'est un peu, comment on l'appelle? Le nom m'échappe, de l'anesthésie, si je peux le dire. Si ça prend beaucoup plus de temps, ça devient un poison. Non, pas du tout. Hein. Je commence par la dernière question. Les champignons, il y a différentes espèces. Vous voyez? Il y a différentes espèces de champignons. Pour savoir que cette espèce est comestible, justement, voilà. il faut vous demander. Il faut demander à la population locale. Hein. Ou bien il faut savoir toi-même. Ça veut dire qu'on ne peut savoir que ces champignons, parce qu'il y a eu quand même des expériences, il faut surtout se référencer aux expériences des anciens. Ouais, exactement. Ça veut dire que si tu n'as jamais consommé cette espèce, il faut te référer à quelqu'un qui les connaît. Donc, du point de vue scientifique, on a essayé de voir, non, les champignons comestibles ont une saveur un peu farineuse, vous voyez, mais il y a toujours des exceptions. À chaque critère, il y a une exception. Du coup, on s'est dit, bon, il faut se référer à des connaissances ancestrales, à des connaissances anciennes. Ça veut dire que lorsque les champignons est comestible, il est, hein. Donc, et puis, concernant la conservation, les champignons frais se conservent pas très longtemps. C'est différent des autres légumes. Ça veut dire, c'est pourquoi on travaille plus avec des supermarchés parce qu'ils ont des rayons frais des légumes. Donc, les champignons peuvent se conserver des semaines dans les rayons frais. Et il y a aussi, nous avons développé aussi le marché des champignons déshydratés. Champignons séchés, qui est aussi très consommé aujourd'hui. Lui peut se conserver pendant 10 ans. Dans des boîtes, dans des packaging, avec notre marque qui est Mayeboya Kouitou. Okay. Mayeboya Kouitou. En fait, si on le conserve pendant 2 semaines pour les garder au frais dans un supermarché, est-ce qu'il est déjà arrivé? Je ne pense pas que les supermarchés vous payent du coup parce que vous déposez certainement, c'est un contrat. Je ne sais pas comment vous l'avez négocié, mais ce qui est peut-être un peu sûr, c'est que
vous proposez les produits, vous donnez les produits, les supermarchés va également prendre son temps pour vendre, pour vous verser certainement la totalité de ce que vous êtes convenu. Au cas où, dans les 2 semaines, tout ne se liquide pas et puis il y a des pertes. Comment est-ce que vous les surmontez? Bon, est-ce que vous avez d'abord déjà connu des pertes? Bon, les pertes, souvent, quand j'étais au quartier, hein, tu vois, des fois tu peux négocier, et surtout c'est une culture qui n'est pas connue, très connue, et surtout les gens ne font pas trop confiance à des champignons cultivés, hein, quand même. Alors on dit oui, puisque vous avez réussi à les cultiver, c'est forcément dû à l'usage excessif des engrais, certainement, des pesticides, des histoires artificielles. Voilà. Alors que absolument faux, parce qu'on n'utilise aucun engrais, parce que, rappelez-vous, la culture est hors sol. Voilà. Oui. Nous n'utilisons pas les engrais parce que les champignons ne sont pas des plantes. Vous voyez, les champignons ne sont pas des plantes. On n'utilise pas des pesticides non plus parce que les champignons ne sont pas des plantes. Et puis, si on arrivait à utiliser des fongicides, on ne va pas avoir des champignons parce que ça va tuer les champignons. Ce qu'on utilise, c'est essentiellement des matières organiques naturelles. Ce qu'on a fait, on a fait qu'imiter la nature. Alors, ça faisait que non, vous avez des productions. Et les gens sont réticents à l'acheter parce que bon, ils ne savent pas dans quelles conditions vous avez réussi à les cultiver. Ce qui fait qu'au début, on avait des pertes. Il y a des champignons qui pourrissaient chez nous, au niveau de l'entreprise. C'est alors que j'ai eu l'idée de travailler avec des supermarchés, parce que les supermarchés ont des rayons frais qui sont constants, hein, des rayons qui ont une température un peu optimale par rapport à cela. Et je travaille avec eux. Mais les supermarchés ne prennent que les quantités qui peuvent écouler. Okay. Qui prennent et surtout les champignons sont très prisés. Hein, c'est ce qu'on a compris. Les champignons sont très prisés, ça ne traîne pas trop dans les rayons. Les gens savent que ça, c'est de l'or, c'est des diamants de la table. Une fois que ça se présente sur les rayons, ils se précipitent pour les avoir. Oui, ils peuvent faire aussi des invendus, ça arrive toujours. Mais lorsqu'un supermarché fait ses invendus, ce sont ses invendus, tu vois. Ça dit les contrats. Ça veut dire, oui, il peut me donner si vous voulez, M. ça dit les contrats avec les supermarchés et négocier. Vous déposez votre colis, les supermarchés vous payent et ce qui reste à la fin. Ça veut dire qu'ils achètent et revendent. Ah, ok. Moi, je pensais parce qu'avec les supermarchés, c'est pas trop souvent l'achat direct. C'est certainement, on achète à 60%, les 40% restants, il faut peut-être attendre la vente ou la revente, comme vous l'avez dit tantôt. Pour, oui, ça dépend. Ça dépend de comment tu négocies ton marché. Mais le mien, tu achètes, tu revends. Ça veut dire, lorsque tu achètes, moi j'ai déjà mon argent. Si tu fais les évendus, ça c'est ton problème. J'aimerais bien qu'on puisse revenir un tout petit peu sur le côté, je dirais, pessimiste de cette culture hors sol. D'aucuns reprochent encore à cette culture le fait que la production hydroponique manque de saveur. Justement parce que vous le faites, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de lumière. Et comment vous surmontez en fait tous ces côtés-là? Bon, tu vois, il y a quand même une différence entre l'hydroponie et la culture de champignons. La myciculture. Oui, et la myciculture. Voilà. L'hydroponie, c'est beaucoup plus les plantes. Tu vois, ça a à voir avec des plantes et les plantes qui sont cultivées sur des strates hors sol, justement. Et puis. Mais c'est pas la même procédure avec le champignon. Non, pas du tout. C'est pas du tout la même procédure parce que dans l'hydroponie, on fait circuler les nutriments dans l'eau. C'est l'eau qui circule et qui dépose les nutriments auprès des plantes. C'est vraiment différent parce que la grande différence, c'est que les champignons n'est pas un végétal. C'est pas une plante. Ouais. Au début, on les confondait, on les mettait dans le règne végétal. Okay. Mais maintenant, les champignons n'est pas un végétal. Ce n'est pas non plus un animal. Ça, son règne à côté, c'est le règne fongique, qui est les champignons. C'est différent. C'est différent puisque les champignons, naturellement, n'ont pas besoin de la lumière. Ça veut dire qu'ils poussent très bien sous ombre ou bien dans un bâtiment. C'est différent d'une plante qui a besoin d'une lumière, une lumière, et surtout si vous faites l'hydroponie, ça veut dire que vous aurez besoin d'une lumière peut-être artificielle,
pour la photosynthèse de vos plantes. Et puis, la saveur, elle est pratiquement la même, hein, surtout l'hydroponie. L'hydroponie, ça se fait hors sol. Et il y a beaucoup d'autres avantages. Hein. Par exemple, vous fuyez carrément beaucoup de maladies qui se trouvent dans les sols, qui attaquent vos plantes. Et avec l'hydroponie, vous n'aurez pas ces histoires-là. Et s'il n'y a pas de maladie, vous n'aurez pas à utiliser des pesticides. Ça veut dire que vous enlevez déjà l'anglais pesticide. Donc il y a tellement d'avantages. Et avec la culture des champignons aussi, c'est la même chose. Donc cette culture ne peut pas se faire à l'air libre, puisque imaginez, à ce moment il y a des fortes chaleurs et que les champignons ont une température optimale pour leur croissance. Ça, si vous dépassez cette température-là, elles meurent catégoriquement. Et puis, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et avec l'hygrométrie, avec la pluviométrie de Kinshasa, surtout en cette période, en avril, qui pleut abondamment, ça va endommager vos mycéliums et puis cette culture ne serait pas possible. Vous les faites, Mykomoti les fait depuis 2017, nous sommes en 2025, 8 ans durant. Êtes-vous une entreprise formelle? Oui, en effet. Nous avons longtemps œuvré dans l'informel, hein. Ça il faut le dire. Ce n'est que récemment qu'on a reçu formellement, on est enregistré au niveau du guichet unique. Et voilà. Aujourd'hui, Mykomoti est une entreprise. Si vous êtes une entreprise formelle, c'est-à-dire vous acquittez de vos devoirs, notamment sur les taxes et autres, les impôts nécessaires pour chaque entreprise et autres. Avez-vous déjà eu à bénéficier des structures comme la FEC, évidemment. Et comment je peux les dire? Je l'appelle pas l'aide, je l'appelle l'assistance de ces structures pour vous accompagner financièrement, peut-être. Ou carrément, pour vous compléter, quelles opportunités vous bénéficiez du fait que vous soyez dans ces structures-là? Vous êtes également dans la commission nationale, je crois, de jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Quelles sont les opportunités que vous bénéficiez, tout en étant membre de ces structures-là, voulais-je dire? Oui, c'est important. C'est important d'appartenir dans des structures des clubs entrepreneuriales, parce que l'entrepreneuriat, c'est différent un peu du business. L'entrepreneuriat a toujours besoin d'avoir un réseau, et surtout avoir un réseau de gens qui ont déjà fait un pas dans ces domaines, comme la FEC. C'est un gros avantage pour nous, et surtout, la FEC peut accompagner des jeunes qui sont seulement à l'état d'idées, d'avoir des entreprises et puis à se formaliser. C'est important de se formaliser. Par exemple, il y a une opportunité du gouvernement congolais avec les projets Transform. Oui, Transform. Vous voyez? Oui. Et ça demande à ce que vous soyez, votre entreprise soit enregistrée, que vous soyez enregistré au niveau, que vous ayez des documents légaux. Que vous soyez formel, en fait. Formel, exactement. Ça demande à ce que vous soyez formel. Si vous êtes dans les formels, vous ne bénéficierez pas de cet avantage-là, de cet accompagnement du gouvernement. Donc, et c'est important pour nous de se formaliser, parce que lorsque vous voulez bâtir un véritable empire et que nous sommes dans un état, il faudrait que vous soyez en accord et puis en ordre surtout. Évidemment, vous l'avez dit, en tout cas, il faudrait que nous voir votre secteur. De quelle manière ces secteurs dans lesquels vous œuvrez, dans lesquels vous avez présenté de manière aussi dithyrambique tous ces propos qui, évidemment, subjugueraient d'aucuns qui sont à la maison, de quelle manière ce secteur peut contribuer activement, n'est-ce pas, à la croissance économique, ou peut contribuer activement à la croissance économique de notre pays? Oui, nous sommes dans les secteurs agricoles, hein. Bien que, oui, nous sommes dans les secteurs agricoles, et les secteurs agricoles et les secteurs de base. Pour nous, pour tout pays d'ailleurs, surtout pour nous, les pays africains qui avons tout en mettant, sans pour autant vous interloquer en avant-plan, d'abord la myciculture, évidemment. Exactement, la myciculture, justement. La myciculture apporte énormément de richesse dans notre pays.
Non seulement vous avez un produit très prisé et qui a un poids économique qui peut faire entrer énormément de chiffre d'affaires si vous le faites en grande quantité justement, si vous savez comment l'exploiter. Déjà, du point de vue économique, l'activité est très économique, vous voyez. Et du point de vue écologique, ça vous permet de faire un recyclage. Ça veut dire pour produire 1 kg de champignons, vous avez besoin, pour produire 1 kg de champignons, vous avez besoin de recycler 4 kg de substrat. Ok. Vous voyez, ça veut dire si vous arrivez à faire 1 tonne de champignons, c'est 4 tonnes de substrat que vous recyclez. Ça veut dire que c'est un service énorme que vous rendez à la nature. Et surtout que les champignons poussent dans le milieu naturel et que la plupart de nos forêts sont déforestées aujourd'hui à cause de l'agriculture sur brûlis et tout, l'exploitation forestière. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, nos activités humaines réduisent sensiblement la productivité de la forêt. À un certain moment, nous n'aurons plus ces champignons-là d'une manière naturelle. C'est important qu'on pense à les cultiver afin de garder des semences, de garder cette biodiversité génétique alimentaire que nous avons. Et comment évaluez-vous, comment envisagez-vous au fait l'avenir de ces secteurs de la myciculture dans notre pays? C'est un grand secteur. Moi, j'aimerais vraiment bâtir un véritable empire autour de ce secteur-là. Parce que, imaginez, à travers cette même activité, la culture de champignons, j'ai à développer d'autres cultures. Par exemple, vous prenez les résidus des récoltes agricoles que vous utilisez comme substrat de la culture de champignons. Et la culture de champignons vous donne des résidus. Vous donne aussi des substrats réformés. Voilà. Et ces substrats-là sont utilisés comme matière première ou bien nourriture pour les macocolos, qu'on appelle en français rhicophores, les rhicophoris, et l'élevage de rhicophoris qui vient juste après l'élevage des champignons, juste après la culture de champignons, c'est la rhicophoriculture. Évidemment. Et les rhicophores vont se nourrir du reste des champignons. Et à travers les tubes digestifs, ils vont ramollir ce reste des champignons parce que les champignons sont les dégradeurs premiers. Ça veut dire qu'une fois qu'ils utilisent les substrats, ils ne les ramollissent pas, il reste encore quelque chose. Et ces macocolos vont ramollir et les transformer en compost. Vous voyez? Et le compost qui est utilisé dans les maraîchages pour faire des cultures maraîchères. Et le reste des cultures maraîchères, nous utilisons pour faire l'élevage des escargots, qui est connu sous le nom de héliciculture. L'élevage hélicicole. Vous voyez, à travers une seule activité qui est la culture de champignons, qui vient justement à la fin du cycle des cultures vivrières d'un agriculteur quelconque. Voilà comment nous avons su conserver 3 espèces qui venaient exclusivement de la forêt. Miko Moti, vous êtes seul? Vous avez d'autres personnes avec qui vous travaillez? Non, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Comment faites-vous pour contribuer à la création d'emplois? Déjà, le président de la République avait dit il va créer. Ce n'est pas seulement l'État qui donne le travail, comme il avait dit, 6 millions d'emplois d'ici 2028. Comment Miko Moti s'est activé pour accompagner cette décision du chef de l'État? Oui, vous voyez, créer l'emploi, oui, c'est aussi un domaine de l'État, il doit le faire, c'est son devoir, mais l'État ne crée pas suffisamment d'emplois, même dans les grands pays aujourd'hui, les pays à forte économie, l'État ne crée pas suffisamment d'emplois pour tout le monde, c'est surtout les secteurs privés qui apporte un peu un coup de pouce dans ce domaine-là. Imaginez-moi, Miko Moti, pour produire, j'ai besoin des gens. Justement, j'ai besoin de celui-là dans la production, j'ai besoin de celui-ci dans la commercialisation, j'ai besoin de celui-là pour gérer les finances. Donc, j'ai besoin de toute une équipe. Et puis surtout, nous pouvons former dans tout ce que nous allons demander à l'État. Donc, puisqu'il ne peut pas donner à tout le monde, il doit créer des conditions économiques qui nous permettent de bien évoluer afin que nous ayons suffisamment de moyens. Et lorsque nos moyens augmentent suffisamment, nous aurons aussi besoin de beaucoup de gens pour travailler avec nous. Vous aurez besoin de beaucoup de gens pour travailler avec vous. Quelles sont les perspectives pour Miko Moti 2025? Nous sommes déjà au premier trimestre et certainement vous avez déjà vendu les premiers cycles. Justement. Les deuxièmes cycles qui s'ensuivent, les perspectives pour l'année à venir et pour éclore beaucoup plus davantage. Oui,
Jusque-là, nous sommes à 300 kilos, là, on dit point de vue chiffre. Hein. On est à 300 kilos, mais avec les demandes que nous avons, ça demande à ce que nous puissions quasiment tripler notre production. Et donc, les objectifs dans un avenir court, c'est d'augmenter sensiblement notre production. Et là, on aurait besoin de gens. Vous voyez, on aurait besoin de gens, on aurait besoin d'une équipe un peu plus renforcée dans la production. Et nous avons aussi besoin de vendre notre produit dans la sous-région. Pourquoi pas sortir de Kinshasa, avoir Mayeboyakwe tout vendu dans des pays dans la sous-région. Pourquoi pas à l'extérieur du pays exporter nos champignons. C'est ça. Donc, développer notre marché. D'abord, commencer par satisfaire la demande existante qui est là aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à satisfaire complètement, et puis continuer à développer notre marché extérieur. Je crois que vous avez peut-être répondu à moitié à cette question que vous avez été posée ici par Fulgence. Vous qui œuvrez dans ce secteur, évidemment, quelles ont souvent été vos principales recommandations d'abord à l'endroit de votre ministère de tutelle, et puis à l'endroit de vous-même, puisque vous êtes des acteurs de ce secteur, qu'est-ce que vous vous recommandez d'abord à vous-même, mais enfin à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo? Oui, le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui devrait avoir le plus d'argent que possible parmi tous les ministères pour notre pays. Parce que imaginez que notre pays, la RDC, regorge plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Imaginez, ça peut nourrir toute l'Afrique. Vous voyez, toute l'Afrique, seulement la RDC. Mais vous ne pouvez pas exploiter cette potentialité si vous n'avez pas suffisamment, si vous n'émettez pas suffisamment des moyens. Vous voyez, si on regarde le budget national, quelle est la part qui est allouée au ministère de l'Agriculture? Cela a été quand même revu à la hausse. C'est moins de 2%, je pense, si ça a été augmenté été revu à la hausse. C'est combien de pourcents? Moins de 2%, mais ça a été revu à la hausse. Ça a été revu à la hausse. Comme pour dire que ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est toujours pas suffisant pour combler, n'est-ce pas? C'est absolument rien. Voilà. Absolument rien. Seriez-vous capable, si vous voulez, mais seriez-vous capable de concurrencer les secteurs miniers en RDC qui contribuent à 80 à 60% à l'économie nationale, vous, les agriculteurs? C'est nous, les agriculteurs, qui avons donné de l'argent pour exploiter les mines. Pour commencer, les mines n'avaient pas l'argent. C'est l'argent du secteur agricole. C'est l'argent de l'exploitation des bois. Ça vient de nous. Et puis, on peut bien sûr, avec les potentialités agricoles que nous avons imaginées. Restons-y en tout cas. Hein, avec les potentialités agricoles que nous avons, nous pouvons faire les grands. L'agriculture peut être le poumon de l'économie de ces pays si nous savons l'exploiter et si nous mettons des moyens pour l'exploiter. Alors, outre le moyen que les crédits en fait qu'on devrait allouer à ce secteur-là, quelles sont d'autres recommandations que vous donnez ou que vous intimez à l'endroit de votre ministère des... Et déjà, les crédits agricoles sont quasiment absents, tu vois, dans ce pays pour les secteurs agricoles. Oui. Il n'y a que des banques commerciales. Vous voyez, il n'y a que même dans les secteurs privés, il n'y a que des banques commerciales qui sont réticentes, tu vois, très réticentes à donner de l'argent dans ce domaine-là qui est très risqué, hein, il faut le savoir. C'est un domaine à haut risque. Hein. C'est un domaine à haut risque et personne ne veut risquer dans ce domaine-là. Et surtout, c'est le gouvernement qui devait avoir ce genre de banques pour financer et pour appuyer les agriculteurs afin de produire plus. Là, on parle de banques agricoles pour vous compléter. Exactement, c'est très important. Ce sont des banques agricoles. Moi, je ne vois pas comment est-ce que nous arriverons à exploiter toutes les potentialités agricoles que nous avons dans ces pays. Il faut des banques agricoles, il faut des accompagnements, il faut des projets comme Transform, il faut ces genres. Mais imaginez un autre projet comme Transform qui ne finance pas des agriculteurs. Il y a plusieurs projets qui financent pas seulement les agriculteurs, mais qui financent les entrepreneurs. Si vous partez comme entreprise Mikomoti, certainement. Oui, ça va, mais il y a pas assez. Il y a le seul projet de gouvernement que je vis qui finance essentiellement les jeunes agriculteurs, c'est PEJAB. Vous voyez, c'est PEJAB. Vous y avez postulé? Oui, en effet. J'ai été un des lauréats. Exactement. J'ai été un des lauréats dans ces projets. Vous soutenez ces projets justement parce que vous avez été lauréat? Absolument pas. Je soutiens ces projets parce qu'il vient en aide à des gens que les banques commerciales n'aident pas. Vous voyez? Et puis surtout que ce projet-là est
aller encore dans les mêmes dynamiques. Ça veut dire emmener les jeunes dans les banques commerciales pour obtenir des crédits. Hormis ces projets, avez-vous postulé, souscrit dans un autre projet où vous n'avez pas été lauréat? Oui, en effet. Voilà pourquoi vous n'en parlez pas. Non, je parlais des Transform. Mais il y a eu, avant Transform, il y a eu Copa. Oui. Oui, Copa. J'ai Oui. postulé pour Copa et je n'ai pas gagné. Voilà pourquoi vous n'avez pas cité Copa avant. Pardon? Si je ne l'avais pas demandé, vous n'allez pas citer Copa. Bon, il n'y a pas une question qui devrait parler de cela. Non, moi, je vous ai posé la question. Est-ce qu'il n'y avait pas, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas souscrit à un certain projet, vous avez gagné, vous avez parlé du PGA, si je m'abuse. PJAB. PJAB, si Yeah. je m'abuse. Et vous avez été, et Copa, Il a parlé et autres. Il a parlé du secteur agricole. Hein? Évidemment, puisqu'on était dans la liste des recommandations Exactement. formulées au ministère des Oui, des je tutelles. suis ministère. Moi, je demande au gouvernement congolais, Voilà. franchement, d'augmenter la part de l'agriculture dans le budget d'abord, pour commencer, parce que ça va réduire. Imaginez, hein, avec les potentialités agricoles, nous importons plus de 70% de ce que nous consommons ici dans la ville, quand même, c'est beaucoup. Et vous imaginez, c'est des milliards, non? C'est des Évidemment. milliards de dollars que nous Ouais. dépensons pour importer Voilà. des aliments que nous devrions cultiver ici. Mais la RDC, c'est un paradis. Ça veut dire, ça a 4 saisons. Tu vois? 4 climats. Je ne parle pas des saisons. Climat tempéré, climat tropical, le climat même désertique. Ça veut dire n'importe quelle plante peut pousser en RDC. On peut faire le blé à l'est. Tu vois? Vous avez n'importe quel type de sol. Malgré que la grande partie des types de sols de la RDC est pauvre en nutriments, justement, bien que les sols soient arables, parce qu'il fallait... Ça, c'est un autre sujet, on en parlera. Hein. Voilà, La démarcation entre la rabilité. Il faut faire la différence entre la rabilité des sols et la fertilité surtout. Voilà. Hein? Nos sols sont arables, mais la majorité ne sont pas fertiles. Vous voyez? C'est important d'en parler. Donc, s'il faut recommander quelque chose au gouvernement, justement, il faut augmenter la part de l'agriculture dans le budget. Et puis, pourquoi ne pas promouvoir des banques agricoles pour soutenir ces secteurs et afin d'exploiter toutes ces potentialités. Monsieur Grégory Angboma, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle votre CEO de l'entreprise Mikomoti qui travaille, qui œuvre depuis belle lurette dans le secteur de l'agro-business, notamment dans la culture hors sol, la culture des champignons. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau à Ecofin Télévision. Passez quand vous le voulez, quand il y a de la matière, contactez-nous, nous serons là certainement pour couvrir n'importe quel événement. Une fois de plus, merci. Je vous en prie. Merci à toi également, Igor Biwaka, d'être là. Merci à l'équipe technique qui était derrière les différentes machines pour nous accompagner. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour la fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour diagnostiquer un autre secteur. D'ici là, portez-vous bien.